Merci beaucoup Anas, est-ce qu'on m'entend? Merci beaucoup Anas, merci beaucoup aux organisateurs et puis à tous ceux qui sont là. Je suis un peu émue en fait d'être là ce matin. J'ai essayé effectivement de vous présenter une conférence sur les approches didactiques de la culture scolaire. Et je me suis inscrite pour cette conférence dans l'une des phrases que j'ai prises dans votre texte de programme, en essayant de nourrir la réflexion didactique sur les contenus d'enseignement et d'apprentissage, donc à la discipline française, en reposant donc cette question qui me semble incontournable, qui est celle de la fabrique des savoirs scolaires. C'est une question en plus qui traverse l'histoire de la didactique du français, dans sa diversité théorique, mais aussi dans sa diversité géographique. Et cette géographie, en plus, je suis heureuse qu'elle s'étende encore aujourd'hui. À laquelle, effectivement, je réponds. Alors, la question était d'autant plus forte que Bernard Cheneville a fait une sorte d'effet de teasing là, tout à l'heure sur la scolarisation et la culture scolaire, pour être clair, à laquelle je vais répondre en proposant de réfléchir en termes, effectivement, de culture scolaire et de scolarisation, avec une dimension à la fois diachronique et synchronique. Donc, dans un premier temps, moi aussi je vais faire un bref retour sur la transposition didactique. Dans un deuxième temps, j'essaierai d'expliciter, de développer un peu ces deux notions, ces deux termes de culture scolaire et de scolarisation. Et puis je prendrai trois exemples pour illustrer ce dont je parle, les processus de scolarisation. J'ai oublié de mettre le temps. Voilà, ça défile. Alors, bref retour sur la transposition didactique. Il faut remonter un peu loin, puisque la question de l'origine et de la nature de la culture scolaire a été beaucoup travaillée effectivement autour de ce concept de transposition didactique qui a été élaboré par Chevallard au milieu des années 80 en réalité, ça date, même si c'est surtout sa seconde édition au début des années 90 qui est l'édition de référence. Et ces débats autour de la transposition didactique, alors maintenant j'écris TD, mais transposition didactique, ont fait apparaître dès les années 90 un certain nombre de critiques qui ont été adressées à ce concept, en particulier dans le champ de la didactique du français, mais pas exclusivement, et notamment alors, deux critiques, et c'est dans le numéro de pratique que je citerai après, de 1998, où il y a un article en particulier de Petit Jean qui fait un peu le point sur ces questions. On a reproché donc une conception un peu réductrice des savoirs scolaires, je vais le dire, et puis une définition restreinte de l'acte même de transposition. Et du coup, le concept de transposition didactique a été discuté, travaillé, retravaillé dans le champ de la didactique du français, essentiellement, pas exclusivement, mais autour de trois axes. C'est ceux que je vais développer, je vais surtout en développer deux en réalité. Donc cette question des savoirs, le transfert, une question qui est posée, c'est est-ce que ce concept de transposition didactique est transférable du champ de la didactique des maths à d'autres didactiques? Et je ne vais pas m'attarder là-dessus, mais certains chercheurs disaient à l'époque, mais il y a une spécificité des disciplines qui fait que c'est pas si simple, quoi. Évidemment, Bernard Cheneville répond autrement. Et puis, il y a eu des propositions d'alternatives possibles à ce concept que je présenterai rapidement. Alors, sur la question des savoirs, en fait, au début, le débat s'est un peu cristallisé autour de la notion de savoir savant qui évoquait Chevallard, qui était présente d'ailleurs dans le sous-titre de 1985 de l'ouvrage de Chevallard, qui était très discuté, que Chevallard a abandonné, parce qu'il a quasiment tout abandonné ensuite, et qui a été très discuté, qui était qu'est-ce qu'un savoir savant? Qu'est-ce qu'un savoir savant dans une discipline bien moins savante que les mathématiques? Et les enseignants français en particulier disaient nous on n'a pas des savoirs savants comme les profs de maths. Et les savoirs savants, autre question qui était posée, sont-ils vraiment les seuls savoirs de référence pour les disciplines scolaires? Et du coup, d'autres propositions sont faites. Alors on annexe, je le redirai souvent, les pratiques sociales de référence de Martinan à la transposition didactique, mais en réalité, il faut quand même rendre à Martinan ce qui est à Martinan. Martinan a élaboré son concept parallèlement à l'élaboration du concept de transposition didactique, c'est 1986 déjà, pour répondre, lui, cette notion donc de pratique sociale de référence, pour répondre à la problématique spécifique, disait-il justement, voilà, il y a une spécificité, disait-il, de l'enseignement de la technologie, et donc dans l'enseignement de la technologie, il n'y a pas que des savoirs, il n'y a pas des savoirs savants, c'est ce qu'il a dit après, mais lui disait, une des choses de référence, ce sont des pratiques sociales de référence, quelque chose qui a beaucoup inspiré les didacticiens du français.
Et puis après, il y a eu d'autres choses, des savoirs experts proposés par Bossuet, Perrin proposé des savoirs de sens commun. Et il y a eu vraiment toute une espèce de typologisation des savoirs qui d'ailleurs parfois finissait par faire exploser un peu cette notion de savoir. Et assez rapidement, deux propositions théoriques ont été proposées pour éviter cet émiettement justement. Alors Jean-François Alté qui en 1998 proposait de parler de complexe d'objets justement pour rendre compte de la complexité des savoirs, et puis Bernard Schnebly qui en 1995 en fait tranchait la question, pour lui en tout cas, en disant que dans le fond tout était savoir à partir du moment où même les savoir-faire sont modélisés pour devenir des objets d'enseignement, et donc on garde ce terme de savoir, surtout qu'on peut le mettre au pluriel, c'est pas. Des alternatives, oui, tous ces débats font qu'il y a eu aussi des tentatives ou des propositions d'alternatives. Mais c'est vrai, et là je suis vraiment pas seulement d'accord, mais il faut reconnaître à Chavalard ce qu'il y a vraiment quelque chose de fondateur quoi, dans son texte, et beaucoup des choses que je vais vous montrer viennent après pour essayer de soit de répondre à Chavalard, soit de faire autrement, autre chose. Alors il y a eu, je me suis surtout centrée sur les didactiques du français, du coup, pas que, mais surtout, deux chercheurs qui travaillaient dans la mouvance des travaux de l'INRP, l'Institut national pour la recherche pédagogique, dans les années 80-90, Hélène Romian et Jean-François Alté, qui, lisant Chavalard et réfléchissant autour de ça, ont proposé, chacun de leur côté, une alternative à cette transposition didactique. Hélène Romian parlait d'un traitement didactique, et Alté, dans son petit sèche, et puis après il a retravaillé ça, parlait d'élaboration didactique, avec cette volonté de se démarquer de Chavalard. Romian avait une lecture assez critique en réalité de Chavalard. En même temps, c'était au prix d'un malentendu, parce que pour Romian et Alté, il s'agissait à l'époque de rénover les savoirs et l'enseignement. Et l'INRP, il y avait vraiment cette volonté militante qui était affichée et assumée. Et du coup, la didactique était envisagée par Hélène Romian, Jean-François Alté, et puis beaucoup de didacticiens du français, vraiment comme une discipline à visée praxéologique, avec une méthodologie implicationniste. Hein. Si on prend la distinction que faisait Bernard Schnebly tout à l'heure entre les visées descriptives et théoriques et puis les visées d'ingénierie, c'est clair que Romian et Alté étaient, alors, plus Romian sans doute, mais je veux dire, s'inscrivaient, ou en tout cas voulaient que cette dimension praxéologique, cette dimension d'ingénierie même, hein, reste forte. Alors que dans le fond, l'ouvrage de Chavalard, en tout cas au début, ne s'inscrit pas du tout dans cette volonté de rénovation et il ne décrit pas des mécanismes volontaires. Hein. Donc il y avait une sorte de malentendu théorique entre ces deux positions. Un autre chercheur que vous connaissez, dont vous connaissez peut-être les travaux, parce que lui aussi est un didacticien du français et de la langue, hein, plutôt, Vargas, a essayé d'une certaine manière de sortir un petit peu de ce dilemme en distinguant la visée descriptive et la visée praxéologique. Et du coup, il proposait deux concepts, finalement, deux notions, en décrivant, hein, si on est du côté descriptif, il décrit la grammaire scolaire comme le produit d'une recomposition de savoirs hétérogènes, et s'il prend sa casquette, parce qu'il y a aussi une dimension de volonté de rénover l'enseignement de la grammaire dans les travaux de Vargas, donc s'il prend sa casquette, celle-ci, il peut essayer de rénover les choses, plaide pour une reconfiguration didactique, donc recomposition d'un côté, reconfiguration pour essayer de tenir un peu ces deux pôles. Et puis, parallèlement en réalité à la transposition didactique, et là c'est pas tant une alternative qui s'est construite contre ou à côté, enfin plus à côté que contre, il y a cette idée de la référence qui partait donc des pratiques sociales de référence élaboré, donc, je disais, par Martinand, alors qui a été ensuite, Martinand, de manière, s'est rattaché aussi, disons, à retravailler son concept à l'intérieur de la transposition didactique. Et puis cette question de la référence a été retravaillée dans un symposium de REF en 1998 qui a donné lieu à un ouvrage très intéressant dirigé par Thierry. En même temps, voilà, ça aurait pu marcher, mais ça n'a pas marché. C'est jamais devenu un cadre commun pour réfléchir sur cette question de la genèse et de la nature des savoirs, sauf les pratiques sociales de référence qui restent comme une notion annexée finalement actuellement à la technique. Petit bilan de tout ça, pourquoi ça m'intéresse ici dans ma
ma réflexion. Alors évidemment, la transposition didactique, la notion, le concept, la théorie, a contribué à construire théoriquement la notion de savoir dans le champ des didactiques, alors que jusque-là, la notion de savoir, elle était plutôt travaillée par les historiens, par les sociologues, etc. Cette notion de savoir, elle est actuellement, c'est pas forcément le terme qu'on utilise, enfin, c'est pas forcément un concept en soi actuellement partagé en tout cas. Dans le dictionnaire des concepts de didactique, il n'y avait pas de savoir. Je ne l'ai pas lu, mais dans la version originelle, il n'y avait pas. C'est plutôt en concurrence avec objet, puis surtout contenu, et je renvoie aux travaux de Bertrand Denay. Mais en même temps, ça ne disparaît pas. Le savoir reste quand même un élément important quand on réfléchit sur l'école. Et puis, c'est difficile d'oublier le beau livre d'Astolfi qui réfléchissait sur la saveur des savoirs, qui montrait que les savoirs, justement, avaient une saveur que n'avait pas le terme comme activité. Et la notion de transposition didactique a contribué également à repenser la notion de culture scolaire, et c'est en ça qu'elle m'intéresse évidemment aussi, en permettant justement de ne pas réduire la question de cette culture scolaire au contenu seulement, mais de considérer la question de la nature, de l'élaboration et des finalités de ces contenus. Pas seulement le contenu en lui-même, mais voilà, comment il s'élabore, à quoi il sert aussi dans le système didactique. Et en réalité, si Chevalard a délaissé sa théorie de la transposition didactique au profit de sa théorie anthropologique didactique, la théorie de la transposition didactique a été, c'est mon point de vue, mais moi je trouve que voilà, c'est une discussion qu'on a souvent on a régulièrement avec Archeville, elle a été complètement revisitée, retravaillée et réinventée par Bernard Archeville, par Christophe Rouault et par les Genevois depuis 15-20 ans. En fait, pour ma part, j'ai plutôt fait un pas de côté. Je crois que c'est plutôt comme ça, parce que j'essaie de réfléchir à comment moi je peux présenter les choses. Enfin, je me dis, moi je ne suis pas une femme de grand système théorique, j'admire beaucoup ça, mais ce n'est pas ma façon de travailler. Donc j'ai fait un peu un pas de côté, plutôt que d'élaborer une grande théorie, je réfléchis sur des concepts. Voilà. Ce n'est pas tout à fait la même chose. Et en particulier, effectivement, dans mes travaux sur les genres littéraires au départ, comme je voulais prendre en compte cette épaisseur historique des savoirs et réfléchir plus globalement sur ce que pouvait être une culture scolaire, du coup, je ne me suis pas inscrite d'une certaine manière dans la transposition didactique en prenant toute la théorie, mais j'ai essayé de réfléchir à ce qui se passe à l'intérieur de l'école, effectivement, quand on scolarise des savoirs. D'où cette idée de scolarisation et de culture scolaire. Donc, je vais essayer de vous les présenter rapidement, donc une espèce de petit pas de côté par rapport à la transposition didactique. Alors, la culture scolaire. D'abord, évidemment, si on parle de culture scolaire, il faut déjà dire de quoi on parle, même le terme, le syntagme de lui-même. Longtemps, quand on parlait de culture scolaire, c'était suspect. Dans les travaux des didacticiens du français, la culture scolaire a longtemps été pensée dans la continuité des travaux bourdieusiens, etc., des années 70-80, donc les travaux en sociologie de l'éducation. Et dans ce cadre, parler de culture scolaire, c'était parler en réalité de la culture des classes dominantes, celle des classes sociales bourgeoises. Et donc, la culture scolaire n'était absolument pas neutre, ni universelle, et même n'était pas une notion à valorisable, utilisable. Et on se méfie donc pendant longtemps de cette culture qui était vue, en plus en français, on a quand même un lourd héritage dans la discipline avec l'héritage de la littérature patrimoniale, les belles pages, les grands auteurs, etc. Donc du coup, pendant longtemps, on a vu la culture scolaire en français au prisme de cet héritage du patrimoine, des belles pages, etc. Et donc, l'idée a été qu'il faut réformer la culture scolaire. Et ces conceptions, qui sont justifiables et louables, je pense qu'il faut réformer l'école, mais ces conceptions, en même temps, contribuent encore à dévaloriser durablement le scolaire. Et moi, je suis toujours frappée et agacée aussi, d'ailleurs, par le fait que scolaire, c'est toujours négatif. Quand on dit d'un élève qui est scolaire, c'est un défaut. C'est quand même fou à l'école, quand on y pense. Enfin, on est quand même sans doute une institution là-dessus assez étonnante, puisque on pose comme un défaut ou une absence de qualité quelque chose qui normalement devrait être au cœur
métier d'élève, là, pour apprendre les termes. Bref, je m'emballe et je reviens à ma culture scolaire. Donc, cette question de la culture scolaire a pourtant commencé à être renouvelée à partir des années 80, progressivement, par trois approches qui se sont intéressées, alors évidemment chacune dans son champ, à la question des savoirs scolaires. Je ne vais pas m'attarder, il y a la sociologie du curriculum qui a été vraiment nourrie par les travaux anglo-saxons et dont Forquin a fait une synthèse dès la fin des années 80. Les travaux d'éducaticiens, bien sûr, sur la transposition didactique, j'y reviens pas. Et puis l'histoire de l'éducation et l'histoire des disciplines. Il ne faut pas oublier que l'ouvrage fondateur de Chervel sur la grammaire scolaire date de 1977. Donc c'est déjà assez ancien. Et ces travaux, tous ces travaux, interrogent la nature et l'élaboration des savoirs scolaires avec justement cette idée qui m'intéresse, que les savoirs scolaires résultent d'une fabrication. En prenant en compte justement, et là c'est les apports des historiens des disciplines, l'épaisseur historique des savoirs et des pratiques. Et ces travaux permettent donc de réhabiliter le scolaire, hein, d'essayer en tout cas de donner à ce terme de scolaire autre chose que cette connotation négative qu'il porte, de réhabiliter le scolaire donc comme lieu de transmission et d'apprentissage des savoirs, et donc de repenser cette notion de culture scolaire. J'écris pas à chaque fois la notion de culture scolaire, vous voyez, j'ai mis des guillemets, mais c'est la notion. Hein. En donnant donc à cette notion une conception anthropologique, qui me semble importante aussi, essayer de penser la culture plutôt du côté du faire que de l'avoir. Hein. Je le disais tout à l'heure, dans la discipline française, on pense souvent à la culture comme voilà, une somme de choses, un savoir, etc. Une culture d'œuvre, un ensemble, un corpus, etc. Et aussi, et là, c'est les travaux de Chervel, en particulier un article de 2005 que j'ai toujours trouvé assez passionnant. Chervel était invité dans un colloque sur la culture scolaire. Il y a plein d'écrits assez réactionnaires d'ailleurs. C'est fait par les philosophes, les historiens. Il n'y a pas un didacticien, c'est quand même assez fou quand on y pense. C'est en 2003 et 2004. Et Chervel a écrit un petit article où il fait le point, finalement, après tous les travaux qu'il a fait, sur ce que c'est pour lui que la culture scolaire. Et donc il la pose, et c'est vraiment là-dedans que je m'inscris, non pas comme une sous-partie de la culture globale, mais comme une culture spécifique, originale, produite par l'école. Donc voilà, ce qui m'intéresse quand je parle de culture scolaire, dit Chervel, et là vraiment, je dis à la suite de Chervel, ce qui m'intéresse quand je parle de culture scolaire, c'est d'envisager la culture scolaire comme une culture, comme cette culture produite par l'école. Qu'il s'agisse de contenu, de pratique, de valeurs, hein, si je prends le terme de culture dans son sens le plus riche. Alors évidemment, notamment via les disciplines scolaires, qui sont, et là on suit Chervel, des constructions socio-historiques dont la visée fondamentale est de fabriquer de l'enseignable, hein, et cette expression me semble aussi très intéressante. Parler de culture scolaire, donc, essayer de faire de la culture scolaire une notion, un concept, c'est donc prendre au sérieux, ou vouloir prendre au sérieux, les spécificités et les objectifs de l'école en tant qu'institution socio-historique, pour penser les processus propres à l'école, dans leur épaisseur historique, et penser peut-être aussi, non pas une, mais des cultures scolaires socio-historiques, hein, comme, je le dis, Peter nous invitait à penser des formes scolaires socio-historiques, pas une forme scolaire. Et donc, penser les objets scolaires, non comme transposés par des agents extérieurs à l'école, ce que fait finalement Chevalard avec sa notion, mais comme élaborés à l'intérieur même du système scolaire. Et donc, la culture scolaire, c'est une construction qui implique des processus complexes. Alors, de transposition, au sens faible du terme, là, quand j'utilise transposition, je n'utilise pas au sens fort que l'utilise Chevalard ou Bernard. Je n'utilise pas transposition au sens faible, on transpose. Reconfiguration, redéfinition, etc. Construction que je désigne sous le terme de scolarisation. Et pour illustrer ça, en fait, je vais prendre trois exemples, ça me semble, alors, que je tire de mes travaux essentiellement, et que je vais essayer de prendre assez différemment. Alors, exemple 1, j'ai beaucoup travaillé en fait sur la scolarisation des corpus littéraires, hein, dans ma thèse et puis après aussi. Et une des choses essentielles dans cette scolarisation des corpus littéraires,
c'est leur perpétuelle reconfiguration, au gré des évolutions, notamment des finalités disciplinaires qui n'arrêtent pas de changer. Mais en fait, les travaux des didacticiens amènent à retravailler une notion qui traînait depuis longtemps et dont on est parfois un peu prisonnier, qui est cette notion du canon scolaire, comme s'il y avait un canon scolaire, c'est-à-dire un socle commun d'œuvres qui est toujours le même. Viala même parlait d'un canon caché qui favoriserait les inégalités. En réalité, ce que montrent les didacticiens, ce que montrent tous ces travaux sur les c'est que la littérature scolaire est plurielle tout le temps. Et alors, je vais vous donner des petits exemples. Dans le corpus scolaire de Balzac, par exemple, j'ai pris des exemples dans des œuvres classiques. Si on regarde, si on essaie de se dire, ben voilà, Balzac, depuis quand il est là? Il est là depuis très longtemps, en 1880, fin du 19e siècle. Et il y a Albert Goriot. On se dit, ah ben voilà, c'est la même chose. Il y a Albert Goriot depuis un siècle à l'école. Mais en réalité, pas vraiment. Je vais faire un petit tableau. Si on regarde les extraits du Père Goriot avant et après 1970, j'ai fait un truc en pourcentage. Vous voyez, en bleu c'est avant 1970 et en rouge c'est après 1970. C'est un moment un peu de bascule dans l'école. J'ai fait ça à partir d'un corpus d'une centaine de manuels. Évidemment, il n'y a pas 100 manuels dans lequel il y a le Père Goriot, mais il y a un corpus assez conséquent. J'ai repris un vieux corpus de ma thèse où j'avais vraiment beaucoup consulté de manuels. Et donc, avant 1970, qu'est-ce qui est le plus présent dans les manuels? C'est le Père Goriot, mais c'est logique, c'est la mort du Père Goriot et les scènes de mort, c'était vraiment les scènes édifiantes, qui étaient des scènes traditionnelles, justement, qu'on trouve dans les manuels de rhétorique, et là on trouve la sédimentation. Les manuels de la fin du 19e vont chercher dans Balzac des scènes topiques qu'ils connaissent déjà, qui sont les scènes de mort, des scènes édifiantes, etc. Et donc la scène de la mort du Père Goriot, elle est magnifique pour ça, et donc elle est très présente. Après 70, on est quand même assez loin, c'est plus ça qui intéresse l'école, les profs, les enseignants et les manuels, et on voit beaucoup plus les personnages. Alors Vautrin, qui était déjà assez présent, forcément le mauvais garçon, mais encore plus présent, et puis Rastignac, qui étonnamment en fait était très peu présent. Il y a peu d'extraits autour de Rastignac. C'est pas la figure de Rastignac qui était la figure centrale. Enfin, c'est Goriot, on est d'accord qu'il est la figure centrale vu le titre, mais malgré tout Rastignac il a quand même une place assez importante, et si vous regardez, il n'y avait même pas 5% des extraits sur Rastignac, alors que maintenant ça fait vraiment partie des... C'est impensable de mettre des extraits du Père Goriot sans mettre Rastignac. Vous voyez, donc la même œuvre, mais finalement pas du tout les mêmes extraits, parce qu'on n'est pas dans les mêmes logiques et pas dans les mêmes finalités. Il y a que la pension Wauquiez qui s'en sort à peu près, mais il y en a un peu moins parce qu'on est moins branché description qu'avant. Un deuxième exemple, un même auteur, mais des œuvres différentes. C'est-à-dire, là aussi, on peut avoir l'illusion que c'est la même chose, qu'en fait, c'est pas du tout la même chose. Alors, avec Molière, Racine, par exemple, c'est très net. Il y a une évolution des œuvres. On lisait Esther et Amélie, on lit Phèdre maintenant. On ne lisait pas Phèdre, autrefois c'était trop immoral en réalité, Phèdre. Et puis le Voltaire du 19e, alors je vous ai mis pour vous montrer, j'ai surligné en vert, oui, on voit quand même, le Voltaire du 19e dans un manuel de milieu du 19e, 1864-58, il y a 2 tomes, un tome poésie, un tome prose, c'est comme ça que ça fonctionnait. Voltaire, dans le volume prose qui est à gauche, si vous regardez, c'est le Voltaire historien ou le Voltaire épistolier. Et dans le volume poésie, ce qui pour nous déjà, pour un lecteur de manuel contemporain, dit « Ah bon, Voltaire, il était poète ?» Mais oui, au XIXe siècle, Voltaire, il était surtout dramaturge, c'était un auteur de tragédie, et donc un poète, puisque la tragédie, bien sûr, c'est en vers, et donc c'est de la poésie. Et donc, vous voyez, Voltaire, il est là. Ça n'a rien à voir avec le Voltaire que lisent les élèves actuellement, qui est le Voltaire des contes en gros philosophiques, et qui d'ailleurs, quasiment, est réduit à ça. Et puis, dernier exemple, un même extrait, en réalité, peut servir des finalités assez différentes. Donc là aussi, on recompose au gré du contexte. Alors effectivement, ce que je nomme amphitextualité, c'est-à-dire réfléchir au contexte dans lequel le texte est posé. Pas seulement pas le paratexte, mais regardez ce qu'il y a à côté du texte, parce que ça change la lecture du texte. Alors je vais vous montrer un exemple, qui est un même extrait. Donc c'est un même extrait d'Adolphe,
sur la page de gauche, d'Adolphe Constant, dans un manuel émis en regard, donc en anti-textualité, moi je dirais, avec un extrait de Corinne. J'ai surligné en jaune, ce qui peut être intéressant, on ne disait pas, mais on voit que là, on est dans un manuel qui est dans une logique chronologique d'histoire littéraire et qui cherche à construire des savoirs sur le romantisme et le mal du siècle. Donc du coup, l'extrait d'Adolphe, il sert pour travailler le mal du siècle, et puis forcément on met Corinne à côté, parce qu'on est typiquement dans cette littérature qui invente le romantisme, c'est un petit peu ce que dit la notice sur Madame de Staël. Les mêmes auteurs font un autre manuel, enfin ils refont un manuel parce que les programmes ont changé, ça n'arrête pas de changer, et donc 10 ans après à peu près, ils reprennent le même extrait, parce que bon, c'est pratique, le même extrait de... le même extrait de Constant, et ils mettent autre chose à côté. Parce qu'en réalité, cet extrait de Constant, il sert à complètement autre chose. Parce que dans le programme maintenant, il y a quelque chose qui s'appelle le biographique et l'autobiographie. Donc on va travailler Constant pour travailler sur l'autobiographie et sur le biographique. Donc on met autre chose en face. Et on met en face un extrait d'un autre texte, que personne ne connaît d'ailleurs, le Cahier rouge de Constant, qui est un fragment autobiographique de Constant à un autre. Vous voyez? Donc le même texte, mais en réalité avec deux configurations et deux objectifs très différents. Donc la scolarisation des corpus, c'est un processus avec des phénomènes de réduction. Les corpus se réduisent et puis se recomposent au gré des finalités de la discipline, avec des phénomènes de classicisation autour de quelques auteurs ou quelques œuvres qui sont parfois érigées en classiques 2, des classiques de l'autobiographie, des classiques des mauvais genres. J'avais travaillé sur la classicisation du fantastique, de la science-fiction, etc. Et on voit que certains auteurs deviennent des classiques et d'autres ne deviendront jamais d'ailleurs. Des phénomènes aussi parfois de spécialisation des œuvres pour tel ou tel segment scolaire. Eugénie Grandet, à un moment, c'était vraiment une œuvre de collège, et le Père Goriot, une œuvre de lycée. Eugénie Grandet, on pourrait le dire au lycée. Pourquoi cette spécialisation? C'est aussi une question intéressante. Des phénomènes, évidemment, ça c'est classique, de constitution de ce que Quenz appelait des vulgates. On construit finalement un espèce de fond commun de morceaux choisis, on tourne de manuel en manuel, on leur met des titres identificateurs parfois, ce qui permet aux enseignants de savoir de quel extrait il s'agit, parfois même dès la table des matières. Et puis, autre processus aussi, des recatégorisations d'œuvres. Alors, je vais prendre l'exemple de Montaigne, parce que Montaigne, il est présent dans les manuels depuis très longtemps, c'est un grand auteur classique, c'est bien les classiques parce qu'on peut les suivre pendant longtemps. Et donc, il est présent depuis très longtemps, aussi dans des chapitres sur le XVIe, l'Église, etc. Et puis, dans les années 2000, comme je vous expliquais, le biographique était apparu. Du coup, on voit réapparaître Montaigne, qui était parfois un peu moins lu au lycée, parce que malgré tout, c'est compliqué, Montaigne. Mais c'est présent en tant que forme autobiographique, ce qui se discute, parce que le modèle de l'autobiographie dans les programmes des années 2000, c'était plutôt le pacte autobiographique, le jeune, alors donc Rousseau, les confessions. Rousseau et Montaigne, c'est pas du tout le même modèle, on n'est pas du tout sur la même chose, sur le même genre. Et donc, mettre Montaigne comme autobiographe, c'est une recatégorisation qui oblige à relire Montaigne différemment, ou bien alors, en réalité, qui oblige à choisir des extraits de Montaigne qui collent avec ce truc-là. Et donc, en particulier, par exemple, l'adresse au lecteur, qui peut se lire comme un pacte autobiographique, c'est bien. Après, si on continue après l'adresse au lecteur, on est loin justement des modèles de Rousseau, par exemple. Bon, vous voyez, ce qui me semble vraiment essentiel ici, c'est de comprendre que ce que j'appelle la scolarisation, c'est un processus de construction d'enseignables. On recompose, on reconfigure tous ces corpus pour qu'ils aient cette visée d'enseignable pour aller avec ces visées de la discipline. Et pour moi, je décris un processus, ça n'est pas, évidemment, je ne suis pas en train de dire c'est pas bien et c'est pas bien ce qu'on fait de Balzac ou de Montaigne. Si Balzac et Montaigne sont encore lus, c'est grâce à l'école, soyons clairs. Donc du coup, voilà, pour moi, il n'y a pas de... Je trouve pas... je ne suis pas une spécialiste de Balzac qui regrette le traitement qu'on fait à Balzac dans les manuels. J'essaie de décrire un processus. Et donc, une chose que parfois nos collègues littéraires ont du mal à accepter,
mais que nous, didacticiens, dans le fond, savons bien qu'à l'école, ce qui prime, ce n'est pas les considérations esthétiques, ce sont les considérations disciplinaires. On va enseigner, et c'est normal. Alors, exemple 2, assez différent, c'est la scolarisation d'une devinette. Je vais prendre quelque chose de moins historique, là, je vais faire un petit zoom. C'est à l'occasion d'une recherche collective à laquelle j'ai participé dans une école primaire parisienne. L'école primaire, c'est pas particulièrement ma spécialité en plus, donc voilà, j'étais là avec des collègues, je voulais faire quelque chose, et du coup, je me suis intéressée à une séquence de classe en CP-CE1, dans une école donc, de Paris, n'importe, avec des enseignants qui voulaient faire écrire à leurs élèves de CP-CE1 des devinettes. Donc, avec un collègue, on voulait faire une analyse croisée. Donc on a enregistré, on a fait des vidéos, les enseignantes étaient en co-animation, et en plus elles faisaient des débriefings avant, des débriefings après, puis des séances de préparation qu'elles ont enregistrées. Donc on avait vraiment un gros matériel de préparation, de séances de classe et de débriefing ensuite, pour entendre ce qu'elles disaient de cette séquence qu'elles menaient avec les élèves. Donc toujours à deux. Ce qui est génial à deux, c'est que comme elles se parlaient entre elles, nous on avait accès à ce que d'habitude le prof fait juste tout seul dans sa tête et qu'on n'entend pas. Donc là c'était de ce point de vue-là intéressant. Alors c'était une séquence de fin d'année scolaire, et donc faire produire des devinettes qui ensuite devaient être recopiées dans un carnet de voyage, je le dis parce que ça, vous voyez, ça va avoir une importance après, qui était le projet annuel de la classe. Je vais vous montrer par exemple. Voilà, par exemple, un petit élève, alors il y a 2 séances d'écriture, donc il a commencé, il avait écrit c'est un animal imaginaire, puis après il a écrit je suis un animal imaginaire, il est, puis après il a rayé, il a mis je suis jaune et rouge, je crache du feu. Après il a recopié, quelques temps après, avec ça c'était un travail avec elle évidemment de l'enseignant, une des 2 enseignants, je suis un animal imaginaire, je suis jaune et rouge, je crache du feu. Voilà un exemple des devinettes que produisaient ces élèves. Du coup, les séances de préparation et de débriefing et les séances de cours nous ont montré, ça c'était intéressant, cet objet scolaire de devinette qui était en perpétuelle construction. Ça ne cessait pas d'évoluer, de bouger. Les enseignantes, par exemple, dès le début, elles ont restreint leur projet et elles ont abandonné les réponses et les charades. Elles ont dit non, on va rester à je suis, qui suis-je, ce que je vous ai montré, pour ajuster, pour resserrer, pour se concentrer sur cette forme spécifique. Et les objectifs qu'elles se donnaient évoluaient et s'enrichissaient au fur et à mesure des séances de préparation et de classe. La séquence avait été vraiment préparée en un moment, je veux dire, il y avait eu un vrai travail. Et ce travail, en fait, il a bougé aussi, parce que ce que les enseignantes faisaient avec les élèves faisait bouger le travail qu'elles menaient en même temps avec leurs élèves. Et donc, les enseignantes, moi si je regarde ça avec mon point de vue, mon prisme un peu de me dire, voilà, qu'est-ce qui se passe et quel genre construisent ces enseignants, elles construisaient ce que j'appelle une variante scolaire de la devinette, un genre scolaire de la devinette. Alors d'abord en choisissant comme modèle de devinette, ce que certains spécialistes, qu'importe, appellent la devinette énigme, c'est la devinette du sphinx. Le matin, je marche sur 4 pattes, le midi sur 2 et le soir sur 3, qui suis, je suis un homme, parce que voilà. Et cette devinette, et c'est pour ça que c'est du sphinx aussi, elle est chargée d'une vertu de connaissance finalement. C'est pas étonnant que les enseignantes aient choisi ce modèle-là, et pas le modèle de devinette un peu absurde qui cherche à piéger celui qui est en face, qui sont des devinettes aussi avec lesquelles on pourrait s'amuser. Mais du coup, c'est pas trop un truc de l'école de piéger celui qui est en face, c'est pas tout à fait pareil. Elles ont aussi cherché à prendre en compte la spécificité de la communication scolaire, qui est toujours complexe, pour qui les élèves, des petits en plus, 6-7 ans, pour qui ils faisaient des devinettes, pour leur père. Et du coup, comme on était dans le même cadre, dans ce carnet de voyage, dans le fond, les gamins, ils avaient la réponse tout de suite, c'était pas très rigolo. Alors du coup, pour les enseignantes qui savent aussi, c'est pas rigolo. Alors pour les parents, parce qu'il y avait le carnet de voyage qui circulait un peu, qui était un objet aussi qui circulait un peu dans les classes, mais bon, voilà. Donc elles ont essayé de prendre en compte cette question-là, qui est typiquement scolaire, à qui on s'adresse quand on écrit. Et puis en introduisant aussi une composante thématique très forte comme aide à la fabrication. En fait, très vite, elles ont dit, on va leur faire des devinettes sur des animaux pour articuler ça au travail, au carnet de voyage. Et puis, évidemment, en privilégiant les finalités d'apprentissage. Et dans le fond, très vite, il apparaissait
Et là aussi, hein, il n'y a aucune critique de ma part, hein, c'est un constat que je fais et que faisaient les enseignantes et qu'elles assumaient pleinement, et elles avaient raison. L'enjeu n'était pas tellement finalement de produire de vraies devinettes devinables, c'était un enjeu, mais il était secondaire. L'enjeu était de produire des devinettes acceptables sur le plan syntaxique, énonciatif, orthographique, etc. On est dans un enjeu d'enseignement et d'apprentissage. Et donc, scolariser, vous voyez, c'est aussi ça. C'est reconfigurer, c'est créer une forme scolaire. Alors, je mets entre guillemets parce que voilà, la forme scolaire, hein, tout ça, c'est tout comme ça que j'utilise là. Une variante scolaire, quoi, hein, au service des apprentissages. Et puis, troisième exemple, je vais prendre un exemple autour des exercices. Et je vais prendre particulièrement la dissertation sur laquelle j'ai un peu travaillé. Parce que l'histoire des exercices scolaires, en fait, permet de mettre en évidence deux autres processus de la scolarisation qui sont, que j'appelle, enfin, après d'autres, hein, la perméabilité et la contamination. Je vais illustrer ça à travers donc l'histoire de la dissertation, qui a été introduite dans la discipline à la fin du XIXe siècle. Et au XIXe siècle, l'enseignement de la rhétorique reposait, jusqu'à la fin du XIXe siècle, hein, reposait sur des genres scripturo-scolaires, des genres d'écrits scolaires assez spécifiques, comme le dialogue, le discours, le portrait, la lettre, ce que faisaient les élèves dans les classes, les élèves du secondaire qui étaient les élèves de la bonne société, de la bonne bourgeoisie, etc. Hein, les autres qui apprenaient à écrire, avec la star dans l'école. Et ce que faisait l'enseignement de la rhétorique, c'était apprendre à produire des textes, à produire des discours, des portraits, etc. Et pas apprendre à parler sur les textes. Hein. Donc pas produire un discours métatextuel. La dissertation, c'est un genre de discours métatextuel. Mais en même temps, l'introduction de la dissertation n'a pas complètement supprimé ces anciens genres rhétoriques qui préexistaient à son entrée, hein, puisque la dissertation, ça ne s'appelait pas comme ça, mais donc cet exercice-là, il est entré dans la discipline justement à la fin du XIXe siècle, à partir de 1880. Et ces anciens genres rhétoriques, ils survivent au moins jusque dans les années 60, et là on voit un bel exemple aussi de cette sédimentation dont parle Bernard Schnebly. Mais en même temps, ces anciens genres, les portraits, les lettres, les dialogues, etc., ils ont été contaminés par la dissertation. C'est-à-dire qu'ils subsistent, certes, mais on fait toujours écrire jusque dans les années 60, hein, Violaine d'Armero l'a bien montré, jusque dans les années 60, on fait écrire des portraits, des lettres. Mais en réalité, à travers ça, on fait aussi écrire sur les textes, hein, c'est-à-dire qu'ils subsistent comme des formes indirectes de dissertation. Et d'ailleurs, certains auteurs de manuels le disent. Par exemple, on fait produire une lettre, mais c'est une lettre qui vise à faire produire un discours sur une œuvre, sur un auteur. Et la dissertation, donc ça c'est la contamination. Et en même temps, la dissertation, elle est perméable d'exercice aux configurations de la discipline. Par exemple, en 1972, on ne parle plus de dissertation et on la redéfinit un peu autrement pour parler d'essai littéraire. Et l'essai, on voit bien, on cherche ici à être un peu plus conforme aux nouvelles conceptions de la lecture scolaire qui sont toujours à partir des années 70 qui émergent et qui veulent faire une place plus importante aux lectures privées des élèves, à leur subjectivité. Hein, dans cette idée d'essai, il y a cette idée de prendre en compte la lecture privée, la subjectivité des élèves. Et puis après, autre reconfiguration et perméabilité à ce qui se passe à côté, dans les années 1980-1990, c'est l'argumentation qui émerge dans la discipline française comme nouvel objet disciplinaire, et du coup la dissertation est reconfigurée comme genre argumentatif, ce qu'elle était assez peu en réalité avant. Et là on la pose vraiment comme un genre argumentatif, d'autant qu'elle est articulée en solidarité avec un autre exercice qui s'appelle la discussion et qui est typiquement un genre argumentatif. Bref, la variabilité des exercices doit être pensée de manière diachronique, hein, et là le concept de sédimentation me semble vraiment essentiel, et synchronique, et là on peut réfléchir aussi en termes de contamination et de perméabilité. Voilà pour conclure. Dans le fond, que signifie réhabiliter la culture scolaire comme produit de la scolarisation, hein, si j'essaie d'articuler les deux concepts, notions. Évidemment, c'est pas tenir, comme on l'avait dit avec Christophe Rambaud lors de notre communication au colloque de la IRDF, hein, c'est quelque chose sur lequel on est vraiment d'accord, évidemment. C'est pas tenir un discours chagrin qui discréditerait une culture scolaire, ni non plus tenir un discours d'admiration béate pour les innovations, hein, ce qu'on entend trop souvent dans l'école,
innovations dont on sait bien, nous, didacticiens, qu'elles sont en réalité marquées par la tradition et la sédimentation. Mais c'est prendre au sérieux ce processus par lequel quelque chose se fabrique dans la discipline, par et pour l'école, en interaction évidemment avec les cultures produites dans d'autres institutions. La culture scolaire, elle n'est pas isolée toute seule sur son petit monde, bien sûr. Et c'est donc aussi déplacer la focale des contenus vers les processus de scolarisation des contenus pour fabriquer cet enseignable de la culture. Et bien sûr, c'est essayer de penser la culture comme un ensemble de valeurs, de contenus, de pratiques, en interaction avec les espaces qui les instituent. Et donc, comme je disais tout à l'heure, essayer d'être aussi dans une conception dynamique de la culture, donc pas comme un avoir, mais plutôt comme un faire, et pas dans cette conception patrimoniale de la culture. Et donc enfin, et je terminerai là-dessus, c'est penser l'école comme un espace de production, de valeurs, de contenus, de pratiques spécifiques et originaux, et c'est effectivement ce que j'ai essayé de montrer dans mon dernier ouvrage, et c'est en ça que j'utilise donc ce terme de scolarisation pour essayer de penser cette production des savoirs. Voilà, je vous remercie.